fois, donc, en passant par les étapes. La première étape, c'est définition des définitions de quoi? Des nœuds, définition des appuis, définition des barres, définition des caractéristiques, définition pour caractéristiques géométriques, définition des caractéristiques des matériaux, définition des chargements et des surcharges, définition des combinaisons et des enveloppes, et impression des résultats, c'est-à-dire tout ce qui est exploitation des résultats. Donc, on a commencé par, j'ai dit, une poutre isostatique, un exercice très simple pour un petit peu familiariser des commandes qu'il faut appliquer. Et on a commencé, je pense, un pont dalle, je pense, de 4 travées. Ici, on a fait, je pense, les caractéristiques géométriques, je pense. Et lorsqu'on a fait propriétés mécaniques. Exactement. On a commencé. Alors, on va recommencer cet exemple. Alors, il s'agit de quoi? Donc, ça, c'est un projet actuellement qu'on est en train de faire l'étude d'exécution. Donc, c'est un ouvrage d'art de rétablissement sur l'autoroute A4. L'autoroute A4, c'est l'autoroute qui va de Tanger jusqu'à Sarsara. Donc, pourquoi faire ce franchissement? Pour le projet de la nouvelle ville d'accès Mohamed VI, la nouvelle ville Mohamed VI à Tanger, effectivement. Donc, il y a des promoteurs chinois, donc il faut aménager un accès pour ces promoteurs, disons, chinois. Donc, voilà l'ouvrage en vue en plan, c'est ça. Voilà l'autoroute, ce que vous voyez ici en gris. Alors, exactement, le bureau d'études, il fait les études d'exécution de cet ouvrage. Alors, on est en train d'élaborer le DCE, c'est-à-dire le dossier de consultation d'entreprise, pour choisir l'entreprise qui va exécuter ce marché. Alors, ça, c'est l'autoroute, ce qui est en gris. Donc, c'est 2x2 voies avec un TPC de 3 mètres ici, parce que c'est un TPC très, très ancien. Si alors, on ne voit pas le partage d'écran. Alors, comment? Je pense j'ai partagé. Ah, ça marche. OK. Alors, voilà. Donc, maintenant, c'est bon? Ça marche. OK. Donc, l'autoroute, elle est en gris. Donc, on veut rétablir cette autoroute à travers un passage supérieur, un PS. Un PS ici, on a choisi, comme on a dit, il y a les passages supérieurs et le passage inférieur. Ça dépend du franchissement. Où on va le franchir au-dessus de l'obstacle ou bien en dessous de l'obstacle. Ici, c'est au-dessus de l'obstacle, donc c'est un passage supérieur. On a choisi pour ce passage supérieur un pont dalle. Alors, pont dalle de 4 travées. Alors, vous voyez ici, ça c'est l'axe du franchissement ou bien de l'ouvrage d'art et l'axe de l'autoroute. Vous voyez qu'il y a un billet. Le billet, c'est 80 grades parce que c'est exigé, parce que cette route, elle est existante, et cette autoroute, elle est existante. Donc, le billet, il est là. D'accord? Voilà. Donc, tout d'abord, pour faire l'ouvrage d'art, il faut, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'axe en plan. Il faut définir les données fonctionnelles. Les données fonctionnelles, c'est la vue en plan, c'est ça? Et l'implantation des appuis. Alors, les implantations des appuis, il faut tenir en compte l'obstacle qui est l'autoroute. Alors, on a choisi les appuis, un appui central au niveau du TPC, du terrain plein central, et 2 appuis intermédiaires dans les accotements. Vous voyez ici, c'est les accotements de l'autoroute, et des culées de riz. Oui. C'est une route provinciale. C'était une route provinciale route provinciale, c'est 2 voies, aller et retour. Donc, pour avoir l'accès à partir de l'autoroute, le projet c'est ici. Donc, pour avoir l'accès
l'accès depuis l'autoroute jusqu'à la nouvelle ville. Donc, il faut, depuis ce gératoire, il faut élargir ce pont. Élargir ce pont. Ça, il était existant et on a projeté un nouveau ouvrage existant. Euh, un nouveau pont qui est juste à côté de ce pont existant. De la même configuration, à peu près. D'accord? Alors, le premier ouvrage qui est ancien, c'est une route provinciale et l'objet, c'est l'élargissement de cette route. Bien sûr, élargissement, il faut faire. Il y a la section courante qui est l'élargissement, mais il y a l'ouvrage d'art. Il y a la voirie, il y a l'ouvrage d'art. Alors, comme j'ai dit, il y a l'implantation des appuis. Donc, l'implantation des appuis, on l'a choisi comme area. Et il y a aussi la question du gabarit. Alors, le gabarit, on ne va pas le voir dans l'avion plan, donc on va le voir dans ce qu'on appelle le profil en long. Donc ça, c'est au niveau du TPC, et ça, c'est au niveau des accotements, et ça, c'est les culées. D'accord? Donc le gabarit, c'est ici, vous voyez qu'on dépasse largement le gabarit. Ici, c'est la route, ici, c'est l'autoroute. Alors si on cote... ici, ça, c'est l'autoroute. Euh, non, la route provinciale, c'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Donc ça, c'est l'autoroute. Ça, c'est l'autoroute. Ça marche? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. L'analyse de la topographie, c'est l'intrant principal de toute étude, que ce soit de voirie ou bien d'ouvrage d'art. Donc ici, vous voyez ici, c'est un levé au sol. Donc bien sûr, il faut vérifier ça bon, par des vérifications des courbes de niveau et de triangularisation surtout. Parce qu'il faut pas, parce que l'ouvrage, oui, parce que l'échelle de l'ouvrage d'art, elle est différente de l'échelle de la voirie. Donc, l'échelle de l'ouvrage d'art, elle est très, très précise. Donc, la précision, elle est beaucoup plus importante que la voirie, parce que c'est centimétrique. Donc, l'échelle, on exige un levé au sol d'une échelle très, très petite. Alors, ça, c'est les courbes de niveau, et ça, c'est des points au sol, des courbes de niveau. Des points. Donc, topographique au sol. C'est deux points levés au sol. Ici, ici. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, avec tout ce qui est donné Google Earth, on facilite un petit peu la tâche de levée topographique parce que Google Earth, on peut extraire un levé depuis Google Earth à travers un logiciel tel que Global Mapper. Global Mapper, on peut extraire un KMZ d'un site et l'extraire d'une précision assez significative. Oui, toujours, hein, toujours. C'est NGM, c'est niveau général Maroc. NGM. Alors ici, c'est le profil en long. Donc vous voyez ici, si on cote la cote. Alors la cote, c'est quoi? C'est le gabarit, c'est ici. Ça, c'est l'intrado. Donc il faut vérifier que l'intrado ici, bon, donc jusqu'à l'autoroute. Donc il faut voir. Bon, ça c'est 2016. Non, il faut pas effacer. Euh, bon, on travaille avec des prototypes. Donc, maintenant, ici, c'est 2016, 2010, parce que je suis assez ancien, donc c'est pourquoi je fais 2010. Bon, on va. C'est quoi l'objet? Où est l'objet? Ah.
Ici, c'est combien? Ok. Voilà. Donc la distance, qu'est-ce qu'on a dû là? Si vous vérifiez le gabarit routier ou bien le gabarit sur autoroute, c'est à peu près 4,75. Votre cours, il indique qu'il faut dépasser un gabarit routier de 4,75 pour une autoroute. Vous voyez ici que c'est 5, c'est largement suffisant par rapport à notre. Bien sûr, pourquoi ça? C'est pour. Je vais reprendre un petit peu la conception. Donc ici, on a fait un pendal. Un pendal, les lancements d'un pendal, c'est quoi? C'est 1 sur 25 ou bien 1 sur 28, ça dépend de l'encorbellement. Donc si on choisit un pont à poutre, c'est combien à peu près? C'est 1 sur 15, à peu près 1 sur 15. Donc 1 sur 15, on aura un pont à poutre, on aura un gabarit assez conséquent. Assez conséquent, donc ici, donc la hauteur, on peut avoir ici, si on fait un calcul, on a fait des travées de 17, deux travées de 17, donc 17 sur combien? Sur 25, 17 sur Pendal. Donc Pendal, c'est à peu près 70 cm. Donc ici, c'est 70 cm à peu près. Si on fait pont à poutre, donc 17 sur 15, 17 sur 15, c'est 1,20 à peu près. 1,20, donc on a 50 cm de plus. 50 cm, si on le réduit par rapport à notre gabarit, donc c'est à peu près 4,70. 4,70, c'est limite, c'est pourquoi on a choisi le panda. Généralement, le panda, donc, il offre, de fait de son hyperstaticité, il nous donne une épaisseur très petite par rapport aux autres variantes. Parce que c'est 1,25, 1,28, donc c'est pourquoi vous allez voir dans tous les franchissons PS dans l'autoroute des pandas. Peu d'ouvrages qui sont pont à poutre. Si on a deux paramètres, si on a le gabarit, on peut penser au pont à poutre. Et si on a un obstacle des appuis, c'est-à-dire on n'a pas la possibilité d'implanter ces appuis comme ça. Faire une travée qui est de 25 mètres ou bien de 30 mètres. Parce que le pont à poutre, c'est jusqu'à 25 mètres. Le pont VIPP, pont à poutre en précontrainte, jusqu'à 40. D'accord? Ici, c'est jusqu'à 18. Donc, ça dépend il faut faire attention au gabarit et l'implantation des salles. Les données, effectivement. Comment? Alors, l'étude de pont, pour votre information, il est devenu très classique ici au Maroc. Donc, alors, généralement, le pondal, c'est entre 2 semaines et 3 semaines. 2 semaines, projet d'exécution. Alors, projet d'exécution, c'est 3 notes de calcul. Note de calcul du tablier, note de calcul des appuis et note de calcul des fondations. Et à peu près 17 ou bien 18 plans de coffrage et de ferraillage. 8 plans de coffrage et 8 jusqu'à 9 plans de ferraillage. Donc ça, c'est entre 2 semaines et 3 semaines, à peu près. Parce que c'est devenu classique. Les pondales, les PS pondales, ou bien pont à poutre, ou bien VPP, ou bien les portiques, ça devient très classique ici au Maroc. On les a construits dans toutes les autoroutes ici au Maroc. OK. Alors, donc, on va commencer notre programme, ou bien notre modèle. Alors, le modèle, c'est ça. J'ai déposé le modèle. Je ne sais pas, est-ce que vous avez téléchargé les documents? Les documents, je l'ai déposé dans un fichier, oui. Dans Teams. Oui, j'ai déposé le logiciel, les deux logiciels. Un dossier qui s'appelle ST1. Oui, ici. Équipe, oui.
C'est ça, général ici. Alors, support, coût, dimensionnement des dépôt, oui. Hmm. Le groupe là. Oui. Ah, groupe là, je pense que j'ai déposé dans le deuxième groupe. Deuxième groupe. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, on va revenir. Ok, donc on va revenir à notre code. Donc je pense, je vais faire l'installation pour vous. Alors j'ai déposé ça. Pardon. J'ai déposé ST1, c'est ce dossier. Alors ce installe ST1. Alors l'install de ST1, il y a deux logiciels. Il y a ce que j'ai appelé la dernière fois l'éditeur de texte. Comme le bloc-notes, c'est un PSPad. Donc il faut le télécharger. Il faut l'installer. Donc ça, on va l'installer. OK. C'est ça. Donc ça, c'est le PSPad. C'est un éditeur de texte. C'est comme bloc-notes ou bien WordPad. C'est la même chose. Ça, c'est pas le logiciel. C'est pas le logiciel. Le logiciel, c'est ST1. C'est ça. Le ST1. Alors ici, c'est la version V4. Il y a la version V1, V2, V3, V4. V1, c'est la version d'achat. Et la V4, c'est la version étudiante. Alors, on va installer la V4. Logiciel ouvrage d'art. Terminé. Voilà, elle est installée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a installé le logiciel l'éditeur de texte, PSPad et ST1. Donc, maintenant, l'étape suivante, c'est intégrer le ST1 dans le bloc-notes. Donc ça, le guide d'installation, vous pouvez voir dans le guide d'installation ce que je vais faire maintenant. OK? Donc tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir PSPad. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que ça c'est le ST1, ça c'est alors ça ouvrir avec. Alors vous voyez que ça c'est notre code. Vous voyez ici option plan, titre, nœud, appui, ça, commande. Mais vous ne voyez pas une coloration syntaxique. C'est-à-dire il ne fait pas la différence entre nœud, la commande nœud et le texte. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer, on va dire que PSPad, il doit intégrer ST1 pour reconnaître ce code ST1. La première chose qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle la coloration syntaxique. Alors, c'est quoi la coloration syntaxique? Il faut... Bon, c'est pas ça. Coloration personnalisée, donc c'est ça. Alors, personnalisé, donc, on doit intégrer un fichier qui s'appelle .ini, st1.ini, dans ce fichier qui est syntaxe de PSPad. Le fichier .ini, c'est ça. Donc, le .ini, c'est ici. C'est ça, .ini. Bon, ouais, c'est celui-là. Copier. Et on va le coller ici. CTRL V. Voilà. Donc, il a chargé un petit peu. Donc, enregistrer, annuler. OK? Maintenant, je vais redémarrer le PSPad et je vais vérifier est-ce qu'il PS. OK. Alors, je vais faire un nouveau et je vais faire ST1 ici. ST1. ST1. Il est... OK. Def. Franchissement autoroute. ST1. On n'a pas reconnu avec.
PS Pat. Hein? R, ST, R, ST. Ah, il n'a pas reconnu. Non, non, il faut redémarrer. Il faut redémarrer, je pense. Bon. Si on redémarre, ok, on va faire la même chose. Paramètres ici. ST1, c'est ça. ST1. Donc, enregistre. Non, charger, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ça. On va faire la même chose. Enregistre. Oh non, 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 non. Ensuite, redémarre. Ok. On va faire autre chose. C'est les. D'accord, d'accord. Ok. Donc ici, c'est ST1. Donc on va faire ST1. On va chercher ST1. Donc ici, appliquer. Donc ici, il est appliqué. Donc, OK. Voilà. Donc, il a reconnu ça ici. ST1, 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 c'est ici. ST1. Donc, tout fichier, si on veut ST1, on va faire nouveau ST1 pour reconnaître ça. Alors, la deuxième étape qu'il faut faire, c'est que ça, c'est pour reconnaître la coloration syntaxique. La deuxième chose, c'est intégrer ST1 dans une icône ici. Comment on va faire? On va, dans cette coloration paramètre, application externe, et on va choisir l'application de ST1. Où est l'application de ST1? Donc, dans le bureau, ST1, ST1. Bon, ST1. ST1. C'est ça. C'est le point exe. Donc ça, je vais copier. Ici, application. C'est ça. Et je vais l'ajouter. Il faut ajouter dans la liste des applications. Ici. Dans la liste des applications. Donc, il est ajouté, appliqué. Je vais le redémarrer. Le redémarrer. Voilà. Il s'est créé une. C'est ça. Donc, avec cette façon, on peut l'exécuter. C'est ça. C'est très facile, il est exécuté. Donc ici, on peut. Pardon. Pardon. On va presser. Il est un petit peu long. OK. Voilà. D'accord. Donc il est exécuté. Donc maintenant, ça, c'est pour la logistique du logiciel. Donc on va revenir à notre code. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va commencer par quoi? Par les nœuds. Alors la déclaration des nœuds, le premier nœud, c'est quoi? Le premier nœud, c'est ce point. Donc on va commencer, on va modéliser dans ce cas labo. Labo ici, c'est 0,45. Alors, si vous vous rappelez, la formule de labo, il y a deux formules. Il y a labo avec un pont dalle en béton armé et labo avec un pont dalle en béton précontraint. Donc, si vous appliquez votre formule, vous allez trouver 0,45 à peu près pour le béton armé. Exactement. Ça, c'est précontrainte. Ça. Alors, c'est quoi
dans la précontrainte, c'est 0,5 fois, entre parenthèses, 1 plus cotangent phi. C'est le billet, c'est le billet. C'est le billet qu'on a vu ici. C'est ça le billet. C'est ça. C'est l'angle entre l'axe de l'ouvrage d'art et l'autoroute. C'est le billet. Ah, c'est pas la même chose. Donc, le premier point, c'est ça, c'est 0, 45, donc 12. Donc, ça, c'est le premier point. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le quatrième point, le cinquième point, le sixième et le septième. Ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer le premier point, c'est ça, c'est 0, 0. Deuxième point, c'est 0,45. Oui, on peut. STA, on peut faire ça, oui. On peut faire symétrique, oui. Non, non. Les points, c'est. On va modéliser la dalle. On va modéliser la dalle ici. Seulement la dalle. À travers la ligne moyenne. C'est-à-dire une ligne. La modélisation élément barre, c'est quoi élément barre? La modélisation élément barre. C'est une modélisation avec élément barre ou bien élément poutre. C'est une ligne qui va traverser ou bien qui va traverser le centre de gravité de cette poutre. Donc ici, la modélisation, c'est une ligne qui passe par le centre de gravité de cette dalle. D'accord? Et cette ligne, il va modéliser le tablier. Et on va affecter à cette ligne les caractéristiques géométriques, la dalle, l'inertie, la suction, et les caractéristiques du matériau. Exactement. Ça, en fait, c'est... je vais revenir. Okay. Je veux expliquer quelque chose, mais... Voilà. On va expliquer quelque chose qui est très... Alors, ça c'est... J'ai dit la dernière fois qu'il y a deux modélisations. Alors, on peut... Voilà, je vais exploiter seulement un petit coin. Alors, j'ai dit, lorsqu'on a fait les lignes d'influence, j'ai parlé des types de modélisation. Il y a plusieurs modélisations. Il y a la modélisation type poutre, élément barre, élément barre, élément barre. Ça, c'est les modélisations. Modélisation. Il y a la modélisation élément barre, il y a coque, plaque et coque, et plaque. Et il y a la modélisation volume, volumétrique. Les volumes. Ça, là, tout ça, c'est élément fini. C'est élément fini, élément fini. Élément fini, élément fini. Élément fini, c'est quoi élément fini? Élément fini, c'est-à-dire, on va, exactement, on va faire cette dalle, au lieu d'analyser tout ça, il faut analyser en éléments finis, c'est-à-dire, ça, on va le diviser en éléments, n éléments. Exactement, et on va exploiter la théorie, tout ce qu'on appelle la théorie des dalles, ou bien la théorie des déformés. Ça c'est géré par quoi? Élément barre, c'est géré si on va faire une poutre.
une poutre ici. D'accord? Comme ça. Ça, c'est... Sur Alors, si on va faire ici une poutre, et ça, c'est B et H. Alors, la première modélisation, c'est élément barre. Alors, c'est quoi l'élément barre? C'est une ligne qui va passer du centre de gravité, du CDG, de l'appui à l'appui. C'est-à-dire, cette poutre, elle est modélisée par une ligne fictive qui passe par le centre de gravité. Et cette ligne effective, on va affecter ce qu'on appelle les caractéristiques géométriques et les caractéristiques du matériau. D'accord? Alors, pour ça, c'est pas la même chose. Si on a ça, donc il faut la modéliser en 2D. C'est-à-dire, ça, c'est un D, c'est ce plan. Ici, il faut la modéliser comme ça. C'est-à-dire, dans un modèle, bien sûr, ici, c'est un modèle. Dans un modèle, il faut avoir comme ça cette poutre. Ça, c'est B. Et ça, c'est H. Ou bien ici, c'est H. H. Oui. Donc, il faut modéliser tout ça. Donc, ici, c'est L. Et ici, c'est B. Et ici, c'est l'appui. Ça, c'est élément coque. Ça, c'est élément dalle. Élément dalle. Donc, on n'a pas représenté par la ligne fictive, on a représenté par un plan. Un plan. Ce point et ce point et ce point. D'accord? Alors, si on va faire une modélisation volumétrique, alors l'épaisseur, il va intégrer. Donc, ça, c'est une autre chose. Ça marche? Donc, dans notre modélisation, on est dans l'élément barre. C'est-à-dire une dalle qui est comme ça. Il s'affiche. Une dalle comme ça, on va le représenter par son centre de gravité. Donc, avec cette ligne fictive, tout simplement. Exactement, il va comprendre. Oui, exactement. Ça, c'est la fonction générique ou bien caractéristique générique. Il y a ce qu'on appelle, on va définir seulement par l'inertie, ce n'est pas la forme. C'est la section, c'est l'inertie, le centre de gravité. Dans le robot, il y a. Exactement. Exactement, exactement. Ça, c'est la ligne médiane. La ligne médiane. C'est la ligne médiane. C'est la ligne médiane. Oui. Non, si. Non, il faut seulement. Alors, très bonne question, mais on, ça, c'est si on a pour incliner ici, c'est un point et ici, c'est un point. Alors, c'est quoi l'influence? L'influence, c'est ce Y. Ce Y, qu'est-ce qu'il va traduire? Un petit moment. Moment de quoi? Si on a un freinage ou bien température, là, ici, la température ici, il va induire un moment ici. Parce qu'il est appliqué ici avec un bras de levier, il va générer un petit moment. Et généralement, l'inclinaison dans les pointes, il est très, très maîtrisé. Pourquoi? Parce que ça dépend du profil en long. Le profil en long, on ne va pas dépasser les 4%. Les 4%, c'est rien, c'est 0,04 en tangente. D'accord? Mais oui, cette inclinaison, il va induire un petit moment qu'il faut l'intégrer dans les appuis et pas dans le tablier. Ça marche? OK. Alors, on va revenir. Donc, ça, c'est les nœuds. 0,45, 12, 45, 29, 45, 46, 47. Donc, oui. Non, c'est à l'ingénieur de choisir. Et ça dépend des cas. Donc, généralement, dans les ouvrages d'art courants, élément barre, il suffit de faire une modélisation élément barre.
Mais l'inconvénient, comme j'ai dit dans la présentation, dans l'élément barre, la section transversale, je reviens à la section transversale, et d'ailleurs, c'est ça l'objet du chapitre 8. Chapitre 8, c'est quoi? C'est le coefficient de répartition transversale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, maintenant, on va modéliser le sol, la dalle suivant cette ligne. Si on a ici un trottoir, et ici un trottoir, d'accord? Et on a deux voies. Donc, qu'est-ce qu'il faut placer pour le baisser, par exemple? Deux voies. Donc, il faut placer ici 6 tonnes, 12 tonnes, 12 tonnes, d'accord? Et ici, 6 tonnes, 12 tonnes, 12 tonnes, d'accord? Deux fils, autant de fils que de voies. C'est votre cours. Mais si vous retenez, la largeur d'un camion, c'est combien? Ici. 1,5, je pense. 1,5. Donc, et juxtaposer, juxtaposer deux fils, 1,5 aux alentours de 3 mètres, 4 mètres, ou bien 4 mètres. D'accord? Alors, imaginez que vous avez une largeur ici de 6 mètres. Alors, comment placer ces 4 mètres dans la section transversale? Comment faire ça? On a plusieurs possibilités. Ou bien placer les deux camions juxtaposés à la bordure, comme ça, et il nous reste ça. Ou bien les centrer, ou bien dans cette partie. Donc, il y a plusieurs possibilités dans le sens transversal. Alors, la modélisation coque, on peut la faire. On peut varier. Mais dans la modélisation élément barre, on n'a pas cette possibilité. Et qu'est-ce qu'on va faire pour remédier à ce problème? On va calculer un coefficient de répartition transversale. C'est-à-dire quoi? Il va calculer l'enveloppe de toutes les positions transversales. Et on va calculer ce coefficient pour l'affecter dans le mouvement longitudinal. D'accord? On est obligé de calculer un coefficient qui va traduire quoi? Qui va traduire la position de notre charge dans le sens transversal, puisqu'on n'a pas modélisé le sens transversal. On a seulement le sens longitudinal. Donc, il faut avoir un coefficient d'enveloppe pour ne pas louper un effet, parce que la charge peut être proche de bordure, ou bien au centre, ou bien de l'autre bordure. Ça dépend de la position. Donc, on va calculer un coefficient, enveloppe. Bien sûr, il est supérieur à 1, bien sûr. Et on va multiplier le moment donné par la modélisation longitudinale par ça. Alors, la modélisation coque, ça, c'est un avantage de la modélisation coque. C'est-à-dire qu'on ne va pas calculer ce moment. Puisque le camion, on peut le faire ici ou bien on peut faire ici. Exactement. On a la section transversale. On l'a modélisée. Ça marche. Et le coefficient de répartition transversale, c'est l'objet du chapitre 8. Chapitre 8, c'est totalement coefficient de répartition transversale. Il y a plusieurs méthodes. Méthode de Guyot-Massonnet, méthode de Courbon, il y a plusieurs. Et bien sûr, on ne peut pas appliquer coefficient de répartition transversale dans une modélisation coque. C'est seulement pour une modélisation quoi? Barre. OK. Alors, les appuis. Donc, les appuis, qu'est-ce qu'on a dit? On va faire les appuis. Alors, les appuis. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On est dans une option plane. Donc, option plane, le Z, c'est quoi? Le sens vertical, option plane. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'option plane? Option plane, ici. Option, donc c'est Y, merci. Donc, ici, c'est Y et ici, c'est X. Donc, pour ne pas avoir un mécanisme, ça, c'est la statique appliquée. Donc, il faut avoir quoi? Il faut avoir bloqué tous les déplacements suivant Z et un déplacement suivant X. Un seul déplacement. Donc, voilà. Donc, on va bloquer. Bien sûr, c'est quoi les appuis? Alors, le 1, c'est ici, le 1. C'est le 1. Il est libre. Donc, c'est le deuxième point qui est appuyé. Le deuxième point. Donc, le deuxième point, donc, on va faire un blocage ou bien un blocage suivant X, suivant le déplacement X et suivant le déplacement Y. D'accord? Dx, dy. Alors, pour le point 3, puisqu'on a bloqué le dx dans un point,
C'est suffisant puisque c'est pas un mécanisme. Il suffit de, c'est pas la même chose que le Y. Il faut le bloquer dans tous les sens. Donc, le Y, elle est bloqué dans 3, 4, 5 et 6. Alors, une poutre comme ça, dans plusieurs appuis. Il suffit de la bloquer ici pour ne pas se déplacer dans le sens longitudinal, comme ça. Non, il est bloqué dans le sens, dans le premier nœud. Il est bloqué dans le sens X. Dans le sens X, il ne peut pas se déplacer. Mais dans le sens Y, même si vous bloquez dans un point ici, il peut avoir un déplacement suivant Y. Vous devez faire le blocage suivant Y. C'est comme un système parallèle et un système Y, c'est le vertical. C'est le vertical. OK? Voilà. Vous pouvez faire DY, DX, ça ne change pas. Ça ne change pas. C'est un système hyperstatique tout simplement, mais ça ne change pas les résultats. Oui, c'est la même chose. Exactement. N'importe quel pont, ouvrage d'art courant. Voilà, courant. Alors, barre. Donc, on va définir la barre. La barre 1, l'origine, l'extrémité. L'origine 2, l'extrémité 3. La barre 3, l'origine 3, l'extrémité 4. C'est la barre 1. C'est la bout. Cette barre, elle a une longueur de combien? 45 cm. 0,45 cm. Et la barre 2, c'est combien? C'est 12. La barre 3, c'est 17. La barre 4, c'est 17. La barre 5, c'est 12. La barre 6, c'est 0,45. Alors, cara, c'est quoi cara? C'est les caractéristiques géométriques. On a vu la dernière fois comment calculer les caractéristiques géométriques, je pense. Exactement, on va isoler la section du tablier, comme ça, et on va faire une région. Polyline, on va la transformer en région et on va faire propriété mécanique. Propriété mécanique, donc AutoCAD, c'est AutoCAD, ça c'est. Oui. De gravité. Ah oui, oui. Très simple. On peut faire le centre de gravité en 3D à travers le essai. Okay. Bien sûr, bien sûr. Okay. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un polyline qui va définir le tablier. Alors le polyline, c'est ça, donc comme ça. C'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Ça, c'est notre polyline. Okay. Donc, pour la section, c'est très facile. Donc, on peut, à travers le polyline, on peut le faire. C'est la section. C'est la section, c'est ça. C'est l'air, c'est 6,19. Vous voyez ici. Mais le problème, c'est l'inertie. On ne peut pas avoir l'inertie si on a seulement un polyline. Donc, AutoCAD, on peut extraire tout ce qui est caractéristique géométrique à travers la région. Région dans un plan ou bien on peut avoir l'inertie ou bien les caractéristiques géométriques dans un volume, dans AutoCAD, à travers le SCU. Donc ça, il faut transformer le polyline en région. Ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, bon, j'ai pas l'habitude à AutoCAD de mieux, mais je vais chercher, donc insertion, début, c'est ça, début. Début. Ok. C'est ça. Donc on a
on a transformé le polyline en région. OK? Donc, heureusement qu'il y a là, parce que les commandes, il faut les définir dans option, dans la liste. Heureusement que 2016, il n'a pas changé. OK, donc la troisième commande qu'il faut faire, c'est propriété mécanique. Donc, on va faire propriété méca de cet élément. Voilà. Alors, ça, c'est le propriété mécanique. Donc, on va copier ça. Copier ça et faire un texte. Oui, c'est le présent. C'est où ça? Non, c'est l'échelle. Début. Ok. Hmm? Comment? Non, non, c'est pas. Ça, c'est pas. Non, ça, c'est pour la largeur, je pense. Ok. Donc, ça, c'est propriété mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on lit par rapport à ces propriétés mécaniques? Tout d'abord, on peut lire l'air, c'est la section 619. D'accord? Et la principale, c'est moment principal et direction X, Y. Par rapport à ce X, Y. Ça marche? Donc, le moment qu'on s'est intéressé, c'est 0,24. Mètre mètre à la puissance 4. Ça marche? Alors, une autre information, c'est le centre de gravité. Alors, le centre de gravité, c'est ça, c'est en coordonnées X, Y, puisque ce plan est les côtés. Donc, ça, c'est le centre de gravité. Donc, il faut chercher ce centre de gravité. Donc, par rapport à X et Y. Le I, par rapport à Y, on s'intéresse à quoi, nous? On s'intéresse à ce plan. Par rapport à le IZ. On s'intéresse à quoi? Ça, c'est le X. Et ça, c'est le Y. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le Z. Le vertical, c'est Y, X et le Z. Donc, on s'intéresse à IZ. Et IZ dans notre plan, c'est quoi? C'est le IX. Dans le sens X. Ici. C'est le X. C'est dans ce sens. Dans le sens X. Donc 0,24. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Exactement. Donc, on va chercher à travers un cercle. Un cercle. Donc, je vais taper. C'est quoi le centre de gravité? Résumer. Pas trop clair. Résumer. L'unité, c'est le mètre. Le centre de gravité, c'est une position. C'est des coordonnées. C'est des coordonnées. C'est en mètres. Les coordonnées X, Y. Le levé topographique, qu'est-ce qu'il vous donne? Un point, coordonnées X, Y et éventuellement un Z. Si on est dans des éléments, oui, 4, 6, 9, 42, 0, 1, c'est ça? 56, 32, 27,18, c'est ça? Ça, c'est le centre de gravité de ce cercle. Alors, le centre de gravité de ce cercle,
C'est ça. OK? C'est ça le centre de gravité de cette dame. D'accord? Alors, j'ai fait seulement un point avec ses coordonnées X et Y. Alors, j'ai choisi le centre de gravité d'un cercle. Alors, il faut maîtriser AutoCAD. Ça, c'est... Maîtriser AutoCAD, c'est maîtriser les icônes. C'est dessiner, c'est seulement ça, dessin. Donc, AutoCAD, c'est tout. AutoCAD, c'est tout. Et c'est très utile. Donc, il y a des métiers à l'étranger qui est AutoCADiste. Seulement AutoCAD. AutoCADiste. Donc, il faut mettre un petit peu. Je ne dis pas à 100%, mais les fonctionnalités principales. Exactement. Et maintenant, il y a plusieurs sources d'informations. Il y a YouTube, il y a poser la question à Google, il vous donne. Ah, monsieur, ou bien Google, posez la question, il vous répond. OK, d'accord. Donc, ça, c'est le centre de gravité. Alors, le centre de gravité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut côté, ça, c'est entre le centre de gravité et le perpendiculaire. Où est le perpendiculaire? C'est ça. Voilà. Ça, c'est combien? C'est 0,33. Alors, si on veut faire une précision, donc il faut ajouter quelques précisions, c'est 0,32, 55. Voilà. Donc, le carat des barres, c'est quoi les barres? C'est 1 à 6. SX, c'est 6,19. 6,19. Le IZ, c'est 0,24. Le VY, c'est du centre de gravité à la fibre supérieure, c'est 0,324. Ce qu'on a dit maintenant. 0,24 à peu près. Et ça, c'est la même chose. Ou bien l'à côté, ou bien c'est 0,70 moins ça. C'est entre le centre de gravité et... Oui. Non, c'est pas la... Si, c'est pas rectangulaire. S'il était rectangulaire, c'est 0,37. À peu près 0,37. Alors ça, c'est l'étape numéro 4. L'étape numéro 5, donc j'ai dit la dernière fois qu'il y a ce qu'on appelle un module instantané et un module différé. Alors je répète ça. Le module instantané, le EIG, c'est quoi? C'est 11 000 racines cubiques de FCJ. Et le module différé, c'est le module instantané sur 3. D'accord? Si vous faites le calcul pour un béton de 30, vous allez trouver cette valeur de 11 496 mégapascales. Alors, qu'est-ce que j'ai dit dans la présentation de ST1? L'unité, c'est kilopascal. Le kilopascal, il faut ajouter les 3. Vous vous rappelez de 34 000, c'est 34 à la puissance E à la puissance 6. Le nu, c'est 0,2. L'euro, c'est quoi l'euro? 25. Rho, c'est le poids volumique du béton. C'est le poids volumique du béton. G dynamique, c'est quoi? C'est G dynamique, c'est la pesanteur. La température, c'est la dilatation thermique. La dilatation de... Okay. Alors, ça, c'est la 5e étape. Alors, définition des sections d'études. C'est quoi la définition de étude effort des plats? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser tous les barres ont des éléments. Pour avoir, par exemple, si on veut le moment fléchissant ici, il faut avoir, parce que si on ne divise pas, il va vous donner seulement les caractéristiques dans les nœuds, ici et ici. Donc, on va diviser les barres pour avoir les résultats dans ces barres. D'accord? Alors, je pense que j'ai choisi que je divise chaque barre en 10 éléments. C'est-à-dire chaque barre en 10 éléments. Donc, il faut faire 10 éléments, c'est ça. Donc, 1 à 6, la section de 0 à 1. C'est quoi 0 à 1? 0 relatif à 1 relatif. C'est ça, relatif. Avec un pas de 0,05. C'est quoi 0,05? On va faire 1. 1, c'est 10 éléments. C'est-à-dire 0,1L. 0,1L, 0,1L, 0, c'est 10 éléments.
Si on va diviser en 20 éléments, 5. C'est le 1 sur 20. Je vais faire 0,1 tout simplement. OK. Ça, c'est le pour. Ça, l'étude, c'est pour les efforts et pour les déplacements. Alors, maintenant, les chargements. Dans les chargements. Alors, le chargement, c'est le poids propre, le premier propre. Donc, la charge numéro 1, on peut faire un commentaire. Le commentaire, c'est poids propre, entre guillemets. Poids propre, toutes les barres. Fin, toujours fin. Alors, charge 2, équipe max. Alors, ça, c'est quoi? Alors, j'ai posé pour l'autre groupe. Donc, ça, il faut le faire comme on a fait la dernière fois dans le QSUP, si vous vous rappelez de QSUP, pour les superstructures linéaires et surfaciques. Linéaire, il faut majorer par 1,05 et minorer avec 0,95. Linéaire, c'est quoi? C'est la corniche, c'est le trottoir, c'est la contre-corniche, c'est la bordure et les garde-corps. Et le surfacique, c'est le revêtement. Il faut faire ce calcul et faire ce qu'on appelle la superstructure. C'est ça. Ok. Alors, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire ici, c'est quoi? C'est le dispositif de retenue. Alors, je reviens à la section. C'est quoi la section? La section, c'est ici. C'est comme ça, la section. Le texte, quel texte? Non, non, on calcule maintenant les superstructures. Superstructure maximale et minimale. Donc, les maximales, donc, superstructure, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le dispositif de retenue, corniche, trottoir, contre-corniche et bordure. Alors, ici, c'est côté droit. Côté gauche, il n'y a pas de dispositif de retenue. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est un élargissement. C'est un élargissement. Parce que de ce côté, il y a l'existant. On ne peut pas avoir un garçon. Il y a un autre. OK, donc dispositif de retenue. Donc, dispositif de retenue, ici, côté gauche. Donc, j'ai ça, côté gauche, il n'y a pas de dispositif de retenue. Donc, ça, c'est l'exercice qu'on a fait, je pense. On a fait comme ça. Donc, il faut sortir une valeur maximale et une valeur minimale. Valeur maximale, valeur minimale. Alors, surfacique, la même chose. La largeur fois, c'est quoi ça? C'est l'épaisseur de l'étanchéité 5 mm, 6 cm. C'est la même chose. Bon. C'est le même exercice qu'on a fait dans les superstructures. OK? Donc, résultat, on a un QSUP max et QSUP superstructure max et min. Donc, il faut les intégrer ici. Donc, équipement max, c'est un poids dans les barres, puisque c'est un. Vous vous rappelez, donc il y a des surcharges. Il y a des surcharges linéaires, si vous vous rappelez, uniformes. Concentrées, uniformément réparties sur les barres. Il est uniformément réparti sur les barres. Donc, l'exemple, c'est barres. Donc, il est appliqué dans les barres. On va choisir la liste, c'est les barres, nos barres et uniforme. OK? Ça, c'est le code. Voilà. Donc, barres, toutes les barres, uniformément, FY, alors moins 42,2. Dans le sens Z. Moins Y. Dans le sens moins Y. C'est clair? C'est clair. Alors, la même chose pour le min. Le min, c'est barre uniforme FY moins O. OK? Alors ça, on a terminé par les charges permanentes. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors ça, c'est, on peut le faire. Alors, le tassement d'appui. Alors, généralement, on considère une charge permanente qui est le tassement d'appui. Alors, c'est quoi le tassement d'appui? Par exemple, si on a le sol, il varie d'un appui à un autre, il se peut qu'il y aurait un déplacement différenciant entre les deux appuis. Alors, on peut avoir ce déplacement à travers
une charge permanente. Ça, c'est vraiment, c'est une analyse un petit peu poussée dans l'ouvrage là. Donc, on va faire tassement entre l'appui 2 et 3. Un appui, ça, c'est un déplacement imposé. Je n'ai pas parlé de ça, mais ça, c'est projet d'exécution, de 0,01 et moins 0,01. C'est-à-dire, un appui, il va tasser de 1 cm vers le bas, et un appui, il va tasser vers le haut. Il va se soulever ou bien se décoller d'un centimètre. Donc, on peut avoir ça. Ça, c'est une charge permanente. Alors, on peut avoir ce cas si on a une variation de la lithologie, c'est-à-dire une fondation ou bien une pile, il se repose sur l'argile, par exemple, et une sur une argile sableuse. Alors, si on calcule le tassement, suivant le fascicule 62 titre 5, il y a une différence de tassement. Alors, il faut l'intégrer. Mais ça, c'est vraiment pour vous maintenant. C'est pas la peine de faire ça. C'est pas la peine. Ça, comme on l'appelle, c'est un luxe pédagogique. Alors, toutes les charges, il faut faire ce qu'on appelle exécuter charge. Si on ne fait pas exécuter charge, il ne va pas s'exécuter. D'accord? Exécuter charge. Alors, on peut exécuter seulement une charge, seulement deux charges. Si on ne fait rien, c'est charge tout. Si charge une, c'est charge une. D'accord? Exactement. Alors, les charges d'exploitation. Alors, on a vu qu'il faut définir, si vous revenez à votre cours, il faut définir la zone transversale, le tablier. C'est quoi le tablier? Alors, le tablier, il y a la commande, ce qu'on appelle zone transversale. Alors, zone transversale, on va définir la zone transversale. C'est quoi la zone transversale? C'est ça. Alors, la zone transversale, elle est définie par quoi ici, la zone transversale? Il y a un trottoir de 1 mètre et il y a il y a une largeur roulante, pardon, entre bordures, entre ici, de combien? 0,50 plus 7 plus 0,50, c'est 8 mètres. Et il y a un autre trottoir, d'accord? Trottoir de gauche, 8 mètres de largeur roulable et trottoir de gauche. Alors, on va faire la même chose ici. La première zone, largeur de combien? De 1 mètre. Alors, la deuxième largeur, c'est 8 mètres. Alors, la troisième largeur, c'est 1 mètre. Alors, pourquoi, à votre avis? Pourquoi on va définir ces largeurs? Exactement. Pour les charges routières, pour le trottoir, on va faire charge trottoir, mais seulement la zone 1 et la zone 3. On ne va pas faire toutes les largeurs. Seulement la zone 1, la zone 3. Les charges routières BC, BT, AL, MC 120, D et E, c'est la largeur 2. D'accord? Comme ça, on va définir le champ d'application de ces charges. Ça, c'est le code. Ça, c'est le code. C'est le bloc-notes, l'éditeur texte. La première étape, c'est faire la modélisation. Ça, on est en train de modéliser notre pont. Exactement. On, on va exécuter ce programme à travers cette commande. De la commande. Elle sait plus. Ça, c'est comme un compilateur. Vous faites le compilateur, ça, c'est le compilateur. D'accord? Ou bien une macro. Comment vous faites pour faire une macro? Une macro dans VBA. Vous n'avez pas fait la VBA dans Excel, seulement dans les boutons macro. Vous avez fait ça? Les boutons macro, c'est quoi? C'est un bouton qui va relier Excel et le VBA. Le VBA, c'est Visual Basic de Excel. D'accord? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est le code avec un compilateur. Très simple, très très simple. Le VBA, c'est très très simple. Le code de VBA, c'est très simple que le C. Le C, c'est très sophistiqué. Oui, oui. Alors, la zone transversale, il faut définir la zone transversale et la barre 1, 2, 3, 4. Le pas de ligne, c'est quoi ça? À votre avis, pas ligne 0,5? C'est quoi?
Le paline, c'est 0,5. Alors, ici, c'est 0,5, c'est 0,5. Le pas de déplacement de la charge routière. Le pas de déplacement de la charge routière. Exact. Vous vous rappelez de l'exemple qu'on a fait dans les lignes d'influence dans Robobat? On a défini un pas. C'est la même chose qu'ici. OK. Alors ça, je vais revenir à ton point. Le temps de calcul, il va avoir. Exactement. Mais elle est bombardée. Exactement. Donc, la première surcharge, c'est quoi? C'est le AL. Surcharge numéro 1. Alors, il est très simple. Qu'est-ce qu'on a fait dans les exercices ou dans le contrôle? Il faut définir la largeur, numéro de classe. Est-ce qu'il est classe 1? S'il est classe 1, le nombre de voies, il faut chercher les A1, les A2, largeur chargeable. Tout ça, il le fait automatiquement. À travers les 8 mètres, en zone 2, c'est le point fort. La zone 2, AL. Donc ça, c'est la largeur roulable. Donc 8 mètres, il va calculer 8 mètres sur 8 mètres, c'est supérieur à 7. Donc c'est classe 1. Classe 1, il va chercher A1, A2, automatiquement. Et les lignes d'influence, il va les faire automatiquement. C'est ça la force de ST1. Il va faire ça automatiquement. Tous ces calculs. Mais sauf que ces calculs, c'est en quoi? En tonnes. En tonnes. L'unité, c'est le tonne. Donc, surcharge numéro 1, le code, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? Alors, vous revenez dans votre cours. Donc, dans votre cours, c'est surcharge AL, pondération. D'accord? C'est la même chose ici. Surcharge numéro 1, effet de chargement, c'est un commentaire. AL, zone 2. La zone 2, c'est la zone de 8 mètres. La pondération, ici, c'est 10. À votre avis, c'est quoi? 10. 10. 10, c'est pour convertir le tonne en kilonewton. Alors, les caractéristiques, comment on a entré les caractéristiques? Ici. Si vous faites ici les 2,5 tonnes, vous gardez les tonnes. Seulement l'euro. Et bien sûr, le E, bien sûr. Exactement. C'est la même chose. Mais après, normalement, on travaille avec le kilonewton, c'est parce que les moments en kilonewton, les calculatrices, tout en kilonewton. C'est MKSA. Normalement, c'est le kilonewton. Mais si vous travaillez avec... Il faut faire attention, tout simplement. Alors ici, le 10, c'est quoi? Le 10, c'est entre le tonne et le kilonewton. Alors, fois 1/102. C'est quoi 1/102? Répartition transversale. Alors, c'est quoi le coefficient de répartition pour le AL? Alors ça, c'est pas l'objet c'est l'objet du chapitre 8. Il faut calculer. Alors, je viens d'expliquer l'effet transversal d'une charge. Donc, c'est à travers un coefficient qu'il faut l'affecter. Ce coefficient. C'est le coefficient de répartition transversale. C'est ça. Donc ça, c'est l'objet du chapitre 8. Sur le chapitre 8, qu'on va le voir la semaine prochaine, Charles. Ça marche. La même chose, la surcharge numéro 2, effet du convoi BC, la commande BC, zone 2, pondération 10, fois combien? Fois quoi? 1,381 fois 1,252. À votre avis, c'est quoi? Deux coefficients. Vous vous rappelez du coefficient dynamique, du charge BC? Ils sont fonction de quoi? Du tonnage et de la charge permanente. 1 plus G sur N. Donc ça, c'est le coefficient dynamique et le coefficient de répartition transversale. Donc ça, il faut un calcul préalable. Bien sûr, le BC, c'est pas la même chose que le AN. La charge, c'est pas ça, c'est uniforme. Ça, c'est pas la même chose. Entre le BC et le BT, il y a une différence, bien sûr. Alors, la surcharge 3, c'est le BT. BT, zone 2, 1, 381, et ici 1,088. D'accord, le coefficient de répartition.
Alors, le surcharge 4, c'est effet du convoi militaire. MC 120. Zone 2, pondération 10 fois 354 fois 1,18. Position fin, toujours fin. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, le ME 120, la même chose. Alors, trottoir. Alors, zone 1 et 3. 1 et 3. Alors, ici, pondération, toujours la coefficient de répartition transversale. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui. Oui. C'est la charge trottoir. 2. Coefficient de trottoir, bien sûr. Bien sûr. Alors, le trottoir, on a... Bien sûr. Il se peut que seulement... Mais il peut avoir un trottoir qui est chargé et l'autre non chargé. Les deux chargés. Ça dépend. Mais la différence, elle est très très simple. 1,078. C'est peu. Alors le convoi E. Alors malheureusement, le convoi E, il n'est pas défini. Il n'est pas défini dans ST1. Donc vous pouvez faire un manuel qui est ST1 ici. Le manuel d'utilisation. Vous pouvez avoir le manuel d'utilisation. English. Okay. Alors ça, c'est le manuel d'utilisation. Si vous avez des commandes, je ne retiens pas toutes les commandes. Toujours, c'est dans l'aide, je cherche dans l'aide, il y a la commande recherche, il y a des renvois dans la préface, toujours. Si par exemple, ici, je vais faire quoi? Convoi. Alors, je vais définir quoi? Je vais définir le E, parce que le E ici, il n'est pas défini, le E. Donc, convoi, c'est quoi convoi? Donc, convoi, CTRL F. Voilà. Alors, convoi, c'est ça. On peut définir les charges roulantes type convoi. Vous vous rappelez de DE? Ce sont deux locomotives qui sont collées et interdistants avec une distance. Donc, on doit la définir à travers ce qu'on appelle ici max camion. C'est des commandes. Donc, j'ai défini ça ici. Alors, le convoi E, c'est max camion 1. Il y a seulement un. Alors, la largeur de E, c'est 3,3. Si vous vous rappelez de votre cours, la largeur d'un camion de E, c'est 3,3. Les essieux, c'est combien? Il y a 200 tonnes avec une largeur de 7,3. Alors, la zone d'impact, c'est 15,3. Et il va partir, donc ici, le XL. Alors, le XL, c'est le point de départ. Et ici, c'est la largeur du convoi. Et ici, c'est la fin, la fin de E. Et ici, c'est 200 tonnes. 200 tonnes. OK? Ça, c'est le E. La même chose pour le D. Alors, puisque le E, c'est défavorable, j'ai modélisé seulement le E. Alors, ici, j'ai modélisé le convoi. Le convoi. Je peux faire la surcharge. La surcharge, c'est quoi? C'est surcharge 7 convoi que j'ai défini. J'ai défini. Au lieu de ici de ME 120, il n'est pas défini dans ST1, je dois le définir. Une fonction comme que je dois la définir. D'accord? Exactement, je la rappelle. Donc ici, c'est la même chose. Donc, seulement ce code, il n'est pas disponible dans ST1, je dois le définir. Pour n'importe quelle charge. Vous avez une charge roulante, vous pouvez la faire. Un pont roulant, vous pouvez le faire. Exactement. Un convoi, quelconque. Ponctuel, réparti, surface, il y a toutes les possibilités à travers cette convoi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Sauf que ici, vous pouvez voir le code. Dans Robot, vous ne pouvez pas voir le code, tout simplement. Dans Robot, vous avez seulement l'interface. Dans Robot, il y avait l'interface STR, .str. Mais ils n'ont pas développé cette fonction STR. Il y a dans Robot la fonction texte, mais ils n'ont pas développé assez cette fonction. Oui. Autodesk, parce que Autodesk, il a racheté Robobot. Robobot, ce n'est pas Autodesk. Avant 2007, c'était Robot. C'est la société Robot.
Il l'a racheté depuis 2008. Donc, Robot, à l'époque, parce que c'est un logiciel de la Roumanie, Robobat. Donc, ils ont développé le STR. Autodesk, il n'a pas choisi cette option de développer dans STR. Ok, je reviens dans les ouvrages d'art. Oui. Parce que les ouvrages d'art non courants, STR. Parce que les fonctions, ils sont définies. Pourquoi je vais perdre mon temps dans la définition de la surcharge, le BC, les lignes d'influence? Qu'est-ce qu'on a dit pour le BC? Il faut avoir le moment maximum, il faut charger le BC et choisir les positions plus défavorables. Alors, il le fait automatiquement. Parce qu'on est dans l'automatisation. Donc, on va voir cet exemple avec robot. On va le voir. Mais c'est très fastidieux. On va le voir à travers des Excel et tout ça. Mais c'est très pénible. On va le voir. Il y a l'exemple ici. Ok. Alors, franchissement. Ici, c'est ST1. Ici. Ok. C'est ça. On peut le faire ici. Donc, ça, c'est. On va, à travers ce qu'on appelle. Bon, ici, il n'y a pas de. Allez, j'ai oublié là. J'ai oublié. Donc ça, c'est le visual basique. Le visual basique, à travers le Excel, donc on peut avoir ce qu'on appelle ici. On peut avoir les réactions, donc ici. Alors, on peut avoir les hypothèses, superstructures. Ça, c'est Excel. C'est l'extraction des résultats en robot dans Excel et faire le plan dans Excel avec Visual Basic. Vous voyez qu'il me faut plusieurs feuilles pour avoir, par exemple, ici, par exemple, pour les moments permanents, il me faut le poids propre, les équipements, le tassement. Alors, ça, c'est les permanents. Alors, l'exploitation, il me faut le BC, le PT, l'exécution, le TR, tout ça. Toutes ces charges qu'on vient de faire, et bien sûr, à l'ULU et à l'ULF. Avoir tout ça, donc il faut avoir le moment extrait. Donc, ça, c'est programmé dans VBA. Donc, vous voyez qu'il y a une grande. Alors, pour avoir ce moment, alors ce moment, c'est le moment qu'on va définir les armatures ou bien la précontrainte par rapport à ce moment. D'accord? Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs feuilles pour traiter. Alors que plusieurs feuilles seulement pour avoir où charger, dans quelles ont chargé et définir les largeurs et bien sûr les longueurs à charger. Alors ça, il le fait automatiquement robot. Alors, avant la découverte de ST1, parce que ST1, je l'ai travaillé à partir de 2002. Avant, j'étais amené à faire tout ça. Tout ça. Exactement. Alors qu'on est amené à faire un projet d'exécution dans 2 semaines ou bien dans 3 semaines.
Donc, c'est la question du temps qui s'impose. Ça marche. Mais il est bénéfique. Il est bénéfique pourquoi? Parce qu'on comprend où charger. Parce qu'ici, on ne peut pas avoir où on a chargé. C'est les exercices qu'on a fait. Charger ici, charger ici, charger ici. Donc, il faut le voir une seule fois, tu reprends et l'appliquer. Ça marche. Donc, exécuter sur charge, c'est pas charge, c'est surcharge. Alors, combinaison. Alors qu'est-ce qu'on va faire? La combinaison enveloppe numéro 1, qu'est-ce qu'on va faire? Qmax et Qmin. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la différence entre enveloppe et combinaison? Alors, enveloppe, c'est max, min de plusieurs valeurs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Enveloppe, charge 2. C'est quoi charge 2? Merci. Q sup max. Q sup max. Et charge 3, Q sup min. Donc, on va faire l'enveloppe de Q sup, enveloppe 1 de la charge numéro 2 et la charge numéro 3 avec un coefficient 1 et un coefficient 1. Donc, ça, il va représenter quoi? La superstructure. Avec ses valeurs maximales et ses valeurs minimales. C'est ça l'intérêt de l'enveloppe. Pas toujours faire charge 2, charge 3. C'est la superstructure. Voilà, c'est la superstructure. C'est l'enveloppe numéro 1. D'accord? Alors, charge, combinaison. Alors, enveloppe 2, combinaison G. Alors, c'est quoi? C'est la charge du poids propre. Le poids propre, c'est pas permanent, le poids propre. Alors, c'est quoi ça, à votre avis? Et 1 et 0,95. On peut avoir, parce que la superstructure linéaire, on a fait quoi? On a fait si vous vous rappelez ici, qu'est-ce qu'on a fait ici? Un coefficient 0,95, 1,05 pour max min. C'est la même chose pour le poids propre. Un coefficient maximum et minimum, le poids propre. Parce que 5% moins 5% plus 5%. Alors 25, c'est pas toujours donné 25 kN par mètre cube. C'est la même chose. Il faut faire une variation. Alors la charge 1, c'est la charge permanente. Et ici, pourquoi on n'a pas fait ça, les valeurs pour l'enveloppe 1? Ça, c'est la combinaison de G. C'est le poids propre plus superstructure. Superstructure, qu'est-ce qu'on a dit? C'est l'enveloppe numéro 1. C'est l'enveloppe numéro 1 avec un coefficient 1. Pourquoi on n'a pas multiplié par les mêmes coefficients? C'est surcharge, c'est déjà multiplié par les coefficients. D'accord? Donc, c'est la chose. Et ça, c'est l'enveloppe 200, c'est le tassement. Jusqu'à présent, vous ne faites pas ça. Donc, l'enveloppe de tassement. Je vous donne, ça, c'est pour un point quelconque. Mais ça, c'est. On peut avoir. C'est quoi ça? Enveloppe 200, 0 ou bien. On peut avoir le tassement ou pas. 0 ou 1. Ou 1. Exactement. Alors, l'enveloppe numéro 9. Enveloppe des charges. Qu'est-ce qu'on a dit dans les combinaisons? Il y a les surcharges normales et les charges à caractère spécial, telles que le MC120, le D et le E. On va envelopper l'enveloppe surcharge 1, 2, 3. C'est quoi 1, 2, 3? AL, BC, BT. C'est ça. Donc, on les a rassemblés dans une enveloppe. Seulement cette enveloppe. Vous l'appelez. Parce que dans la programmation, par exemple, parce que c'est pas parfait. J'oublie quelque chose, donc j'ai déjà fait enveloppe 4, 5, 6, 7, donc j'ai oublié, donc j'ai fait. Donc généralement, enveloppe 9, c'est un oubli que j'ai oublié et je l'ai fait après, généralement. Pour ne pas reprendre tout, j'ai fait. OK. Mais la plus intéressante, c'est les commentaires. Il faut toujours faire des commentaires. Exactement. Parce que enveloppe 9, 10, 11, 12, les commentaires qui sont très importants. Exact. Mais le commentaire, il est très important.
Exactement, exactement, exactement. Donc, enveloppe 3, c'est combinaison. Donc, ici, donc, enveloppe pour les surcharges. Ici, enveloppe pour les combinaisons. On va combiner ces deux combinaisons. Enveloppe 3, on peut faire enveloppe des combinaisons. Combinaison 9, c'est les surcharges. Et ça, surcharge 6, c'est quoi, à votre avis? C'est le trottoir. Le BC, le A et le BT, on doit faire le trottoir. Vous vous rappelez des combinaisons? Les combinaisons, le trottoir, toujours avec le BC. Trottoir. Toujours le BC, le A et le BT avec trottoir. D'accord? Alors maintenant, l'ULU. Qu'est-ce qu'on va faire, l'ULU? L'ULU, donc l'ULU, c'est combien? C'est quoi? Enveloppe surcharge ULU. Donc l'enveloppe 3, c'est quoi l'enveloppe 3? Routière, BC, AL et BT, avec trottoir, ou bien surcharge 4, 5, avec un coefficient de combien? De 605, si vous vous rappelez. Le BC, le A et le BT, c'est 1,605 en l'ELE. Le M620, le D, le F, c'est 1,35. C'est pas la même chose. Donc, on va faire l'enveloppe de 1,605 et la surcharge 4, 5, 6, c'est quoi 4, 5, 6? C'est le M620, le ME120 et le E. Vous vous rappelez l'enveloppe 7? C'est le E. Pourquoi pas le 7 ici? Parce que le 6, c'est le trottoir. Alors, par exemple, ici, le 7, je l'ai fait après définition du trottoir. Donc, le 7, c'est après. Donc, exactement. C'est la séance. Exactement. Exactement. Ça, c'est l'ULU. Alors, l'ULS, c'est la même chose. Enveloppe 3 avec une position de 1, 2. Et ici, avec le 1. D'accord? 4, 5, 6, oui. Oui. Manuellement. Dans le listing, ici, dans le listing, on peut voir ça. Dans le texte. Listing, c'est-à-dire lister charge, lister surcharge, lister, on peut voir ça. Mais il faut vérifier. Ah, c'est votre part. Ingénieur, c'est la vérifier. Alors, l'ingénieur, c'est calculateur, vérificateur, toujours. Donc, ça, c'est votre destin. Mais bien sûr. C'est pourquoi le cours, ou bien la théorie, il est très important. Parce que si vous maîtrisez la théorie ou bien le cours, ça, c'est très facile. C'est très facile. Très facile. Très facile. Alors, d'accord. Donc, ici, surcharge ELS rare, ELS fréquente. Donc, combinaison ELU fondamentale. Qu'est-ce qu'on va faire? L'enveloppe des surcharges. L'enveloppe des surcharges, c'est combien? C'est 4. C'est 4. Et la charge 1, c'est le poids propre. Le poids propre, avec un coefficient. Vous vous rappelez Gmax, Gmin. Gmax, Gmin, Gmax. Ou bien ça, ou bien ça. Gmax, Gmin, c'est la même chose. Enveloppe 1, ça, c'est le superstructure. Enveloppe ELS rare, la même chose. Donc ici, c'est enveloppe de quoi? De surcharge, ici, 1 ou 0. La même chose pour l'ELS rare, la même chose pour l'ELS fréquente et la même chose pour le phase thermale. D'accord? Alors, édition des résultats, on va faire tout ça. Pagination, bon, ça. Alors, si vous faites une pagination qui ne va pas passer 100 lignes ou bien 100. Parce que dans l'édition, dans le rapport, dans la note de calcul finale, vous pouvez faire les paginations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est pour max des lignes, c'est ça. Pour ne pas avoir plus que ça. Alors, sortie. Ça, c'est un commentaire. Ça, c'est dièse. C'est commentaire. Il ne va pas reconnaître ça, mais ça, c'est dièse. Dièse, 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 tout ça, dièse.
Yes. Yes. Non. Ici. Ça. Ça, je sais, bon, j'ai annulé, j'ai annulé. Ah, bien sûr, bien sûr. Elle est annulée. Alors, oui, oui, oui. C'est annulé, oui. Effectivement. Effectivement. Donc, on peut faire les sorties. Ça, c'est la dernière étape. C'est quoi? C'est créer des fichiers .text. Et .text. Lister seulement la géométrie et le tablier. Sortir résultat charge .text. Lister les chargements et les surcharges. Oui. Un fichier qui s'appelle résultat texte. Un fichier. Il va reconnaître ça, un fichier. Ouais. Non. Dans la sortie, il va créer un fichier. Avec oui. Avec ce nom. Si vous ne faites pas l'extension, il va faire ça. Comme ça. On va faire un essai. Il va faire .text. Il va faire un fichier res géomètre. Donc, vous pouvez l'ouvrir avec un texte. D'accord? Donc, la même chose, réaction, déchargement, texte, résu, chargement, appui. Appui, c'est les réactions. Fin, toujours, résultat, effort, chargement. Donc, on va exécuter tout ça et voir. Alors, exécuter, c'est ça. Chargement, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait décodage 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 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 il a terminé, je pense. Fin exécution. Écriture des résultats. Donc, il a écrit les résultats, c'est ici. عليكم السلام ورحمة الله. أيه. الله يبارك. وقع. Ok. Alors voilà. Donc il a créé quoi? Il a créé. Vous, vous regardez ici, c'est quoi? Alors aujourd'hui, c'est 4. Ok. C'est 4 heures. Ok. C'est 4 heures 13. Il a créé ça. Résultat des formations, résultat chargement. Par exemple, résultat géométrique, il a créé ça. Alors nombre total des nœuds, il va vous donner le X, le Y, les coordonnées des nœuds, les appuis. Oui, mais ça, c'est des sorties. Une note de calcul. Il vous faut ça. Une note de calcul. Donc, les nœuds, les barres, 1, 2, la longueur de la barre. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Pas parce que le bureau de canton, il n'est pas censé savoir le code de ST1. Il est censé avoir une note de calcul. Et ça, c'est universel. N'importe qui peut lire ça et comprendre ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? Nombre total des nœuds, c'est 7 nœuds. Les appuis. Mais le code, il suppose que vous connaissez le code. Malgré que vous donnez le code, ce n'est pas n'importe qui va comprendre le code. Il vous faut une note de calcul. Et c'est ça la note de calcul. C'est la même chose ici. Donc, caractéristique 619, IZ024. Il va reprendre ce qu'on a fait. VY, le E, le NU, le R0, le température avec toutes les barres.
Ici, classe du pont, c'est combien? Il l'a compris. 8 mètres supérieur à 7. Bien sûr. Classe de trafic, c'est 2, ça c'est autre chose. Calcul des lignes d'influence selon un pas de combien? 0,5. Vous avez introduit ça. Profil en travers. 1, 2, 3. D'accord? Ici, c'est combien de voies? 2 voies. 8 sur 3 parties entières, c'est 2,4, ça il l'a fait. Alors, définition des barres composantes. Donc ça c'est pour la géométrie. Alors, pour le chargement, il va vous faire le chargement. Chargement moins FY, toutes les barres. Équipement minimum. Alors, pour le déplacement, ça c'est pour le placement. Alors, je vais faire pour la surcharge. Alors, la surcharge, c'est ça. Alors, titre FAL, étude des barres extrêmes de toutes les composantes étudiées, liste des ondes transversales 2. Alors, charge routière AL, et là, il a calculé suivant ça. A1 fois A2 fois 0,3. Alors, cette valeur, c'est en temps. Vous voyez 0,23. C'est en temps. Alors, seuil de prise, donc ça c'est pour la précision. Pondération, 11,02, ça c'est pour la précision. La même chose pour le BC. Alors, le BC, suivant un pas de 0,5. Pondération, ça c'est pour la précision. BT. Alors, le convoi, il va le définir. Le convoi, où est le convoi? Le convoi. On voit eux, oui, c'est ça. D'accord? Donc ça, c'est votre code. Le code que vous avez entré. C'est ça. Donc, résultat géométrie, résultat chargement. La même chose, résultat des réactions. Résultat des réactions. Résultat des réactions. Oui, il va vous donner les... Ça, c'est la réaction. Par exemple, pour le poids, le G, la réaction dans les appuis, c'est suivant Z, max min. 757, 1027. Alors, on va vérifier ça. C'est le dessin. Alors, le dessin, qu'est-ce qu'on a lu ici? Je vais faire... Bon, je vais fermer ça. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? Le G. Alors, le G, c'est quel... Le titre G, c'est ça. Le G, c'est quelle surcharge ou bien charge? C'est quoi, le G? Non, on a vu le G, c'est ça. C'est enveloppe 2. C'est enveloppe 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les réactions. Donc, les réactions, c'est quoi? C'est effort. C'est pas effort, c'est... Ça, c'est quoi? Pression. Ça, c'est déplace, ça, c'est pression. Bon, on va faire effort tranchant. Alors, l'effort tranchant, c'est quoi? L'effort tranchant, c'est TY. TY de quoi? De l'enveloppe. Enveloppe combien? 2. Voilà. Alors, ça, c'est 2G. La valeur, c'est combien? C'est 935. C'est quoi ça? Euh, 1651. Où est les réactions? Bon, on va faire autre chose. Alors, on va faire les moments. Alors, les moments, ici, c'est le moment AL. Le moment AL, 765. Ça, c'est quoi? C'est dans les nœuds. Alors, ici, c'est quoi? C'est dans les nœuds. Il vous donne dans les nœuds et il vous donne dans les barres. Alors, la barre,
la barre 1, il l'a divisé en combien? Merci. Donc 10 élèves. Alors ici, il va. On a divisé en 0,05 parce que j'ai annulé. Le 0,05, j'ai annulé. Donc ici, c'est 12. 12, 0,1, c'est combien 0,1? 12, 0,1, 12, c'est 1,2. 1,2 sur 2, c'est 0,6. 0,6, 0,1,6, la barre 2, par exemple. Jusqu'à 12. Jusqu'à 12. D'accord? Alors, ami travé 1, c'est combien? Ami travé 1. Travé 1, c'est combien? C'est 12. Travé 1, c'est pas travé 2. 12. Donc, c'est 6 mètres. Donc, 6 mètres, c'est combien ici? 6 mètres ici. Donc, le moment du A à L, c'est 314 et 193. On va vérifier. Alors, effort, moment, avec le rouge de la charge, surcharge, pardon. Surcharge, quelle surcharge? 6, c'est sûr. Il faut vérifier. Effet de A, il faut vérifier. AL, c'est combien? AL. AL, 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 AL. Surcharge 1, c'est facile. Pourquoi vous dites? Surcharge 1. Ça marche. Donc, le moment ici, 1903. C'est combien? 2. Ah, ça marche. Donc, c'est ça, c'est pas. Donc, c'est ici, je pense. C'est ici, je pense. 1800, je pense. C'est ça. Ça marche. La même chose ici. Donc, ici. 1800, positif. Positif. 1900, c'est. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Ça, c'est 1800. Et ça, c'est combien? C'est 1000. Ah, 1000. Ah, 1000. Ah, 1000. Ah, 1050. Ah, 1050. Ça marche. Donc, vous pouvez ou bien voir les moments dans le temps. Exactement. Donc, on peut vérifier tout ça. Donc, faire les autres. Oui. Agrandissement. C'est les 0,05 qu'on a divisé là-bas. Ça marche. C'est clair. On peut faire un autre exemple. C'est l'heure. Okay. Donc, alors ça, dimensionnement, ça, on va récupérer le moment pour dimensionnement, ou bien en béton armé, ou bien en béton précontraint. Alors, c'est la même chose. Hein. Je vous fais une démonstration ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Def. Ok. Ça, c'est. Pas ça. Ah, c'est ça. Alors, par exemple, le PSDA. Donc, AEF, par exemple, ici. 8 mètres 82. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Rotation.
Ah, bien sûr, non. À travers un logiciel, bien sûr. À faire. Alors, c'est ça. Bâtiment, peu de bureaux d'études ils font à faire, mais il y a à quatre, je pense. Il y a, dans Autodesk, il y a. Non, c'est nous qui vont définir ça. Bien sûr. Alors, ça, c'est la section. Alors, la section, il faut la calculer à travers. Je pense il vous faut l'expert. Ici, je vous donne ça à travers. C'est une calculette béton armé. C'est une calculette béton armé qu'il faut l'installer pour avoir. De Robobat. De Robobat. De Robobat. Donc, pour calculer flexion simple, faire l'ULU, l'ULS, faire tout ça, M sur. Il faut faire. Donc, ça, c'est très simple. On va le faire tout simplement. Administration MC ou bien. Et il y a il y a le deep freeze. Il y a le deep freeze. Hein. Okay. Ok. Ok. Ah, ok, je pense non, ça c'est le crack. لا لا بتاعنا هذا ريفيو ريفيو سي 6 9 جو بونس سي 6 6 9 سي 6 6 6 9 هو ال سي 6 6 6 9 la clé c'est combien la clé c'est 4958 les moments qu'on a sortis les moments à l'heure c'est-à-dire chercher chercher quoi c'est quoi la combinaison qu'on va chercher oui les c'est quoi les c'est là c'est un c'est quelle combinaison à l'ELI c'est combien à l'ELI c'est enveloppe vide donc ici on va faire ça l'ingénierie bien sûr ça on a traité bien sûr non 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 ça c'est bon la force d'être un ouvragiste c'est que vous maîtrisez la structure déjà vous maîtrisez les théories des choses par exemple dans les bâtiments la majorité des ingénieurs ils ont le métier de bâtiment le métier de bâtiment mais la théorie c'est le métier mais le métier c'est pas facile je reconnais que c'est pas facile mais l'essence des choses et la force d'un ouvragiste c'est ça vous intéressez aux sources donc n'importe quelle structure vous avez vous pouvez l'adapter vous avez une structure dans les barrages vous pouvez la modéliser vous avez une structure dans l'AOP dans l'alimentation
dans les stations, dans un château d'eau, dans une station de pompage, dans toute structure. Vous pouvez la maîtriser. Par exemple, un exemple de laboratoire, le laboratoire doit une expertise. Alors la force c'est pas être un ouvragiste, il faut maîtriser la vue technique. Déjà, il faut maîtriser la vue technique. La vue technique, c'est-à-dire c'est le calcul des placements, calcul des raideurs, calcul des fondations profondes, calcul, tout ce qui est ça, il faut la maîtriser. Parce que toujours, on ne peut pas avoir la structure indépendante du sol. Alors que le bâtiment, il va vous donner le tenseur ou bien le taux de travail, un bar ou bien deux bars, il a terminé. Alors que non, il y a une interaction sociale. Alors mais l'ouvragiste, il ne connaît pas les métiers d'un bâtiment tel que l'électricité, tel que le fluide, tel que la discussion avec l'architecte, parce que dans l'ouvrage d'art, on n'a pas d'architecte, on est le concepteur. Alors que le bâtiment, il y a un architecte. Il faut un petit peu le comprendre, appliquer ce qu'il souhaite, parce que lui, il souhaite un plancher avec 100 poteaux, alors que la structure ne permet pas. Donc il faut le convaincre qu'il faut changer la nature du plancher, tout ça. Il n'y a pas de mauvais ou bien de bon. Il y a des choses que l'ingénieur bâtiment maîtrise et que d'autres choses il ne maîtrise pas. Et la même chose pour l'ouvragiste. L'ouvragiste, il ne maîtrise pas le physique, tout ce qui est l'électricité. La question, c'est de le bâtiment qui maîtrise. Ah, moi, ça c'est. Il y a des formations maintenant, il y a des formations pour les techniciens.